Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Les véhicules à gauche sont garés. Réponse A, en bataille. Réponse B, en créneau. Réponse C, en épi. Alors, vous avez 3 manières de vous stationner. La première, la plus commune, c'est le stationnement en créneau. Le stationnement en créneau, c'est lorsque les voitures se garent parallèles à la route. Ensuite, vous avez le stationnement en bataille. Le stationnement en bataille, c'est lorsque les véhicules se stationnent perpendiculairement à la route. Et enfin, vous avez le stationnement en épi, c'est lorsque les véhicules se stationnent en biais par rapport à la route. Dans cette situation, comme vous le voyez, à gauche, les voitures sont stationnées perpendiculairement à la route. On est donc dans un stationnement en bataille sur les véhicules qui sont garés à gauche. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 2. L'endroit où poser le cric est mentionné par un repère. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors tu vois, souvent quand c'est la première fois que tu remplaces une roue, tu vas te poser 2 questions. C'est où poser le cric et comment utiliser le cric. Alors, il faut savoir que, regarde, juste ici, tu as un petit repère. Alors, ce repère te permet de positionner le cric. C'est l'endroit où tu dois placer le cric. Ensuite, comment l'utiliser? Ici, regarde dans la petite vidéo, il y a une petite rainure sur la voiture. Et la rainure du cric doit correspondre avec la rainure de la voiture. Ensuite, on tourne la manivelle et la voiture est levée. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 3. Je m'insère devant le camion. Oui, réponse A, non, réponse B. Je m'insère derrière le camion. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors ici, on est sur une voie d'accélération. Vous voyez bien qu'on a cédé le passage. Ici, le camion est devant moi et j'aurai pas le temps de pouvoir m'insérer devant lui. Là, on risque clairement l'accident, le choc. Donc ce que je fais, c'est que je laisse passer le camion et ensuite je m'insère derrière lui. Les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 4. À 70 km/h, la distance d'arrêt est de réponse A, 49 mètres, réponse B, 80 mètres. Alors, encore une fois, ça c'est une question de cours pur et dur. Donc n'oubliez pas, il y a 4 distances à connaître, à savoir calculer distance de sécurité, distance d'arrêt, distance de freinage, distance parcourue durant le temps de réaction. Ça, c'est vraiment les 4 distances que vous devez savoir
calculer. Donc vous trouverez ça dans l'information en détail. Ici on parle donc de la distance d'arrêt. Donc déjà c'est quoi la distance d'arrêt, c'est quoi? C'est la distance parcourue pendant le temps de réaction et la distance de freinage. Donc c'est temps de réaction plus distance de freinage. Alors comment on la calcule? On la calcule très simplement. En fait, c'est en multipliant le chiffre des dizaines par lui-même. Par exemple, ici, on roule à 70 km/h. Donc le chiffre des dizaines, c'est 7. Donc on multiplie 7 par lui-même. Donc 7. Donc ici, 7 fois 7, 49. Donc, la distance d'arrêt à 70 km/h est de 49 mètres. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 5. Le véhicule noir tourne à gauche, mais il semble mal engagé. Je m'arrête avant la ligne de stop. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, en face de nous, on a un véhicule qui souhaite tourner à gauche sur notre rue. Et il semble qu'il va empiéter sur notre voie. Alors, vous le savez pas encore, parce que vous passez pas encore la conduite. Mais lorsque vous passerez la conduite, votre moniteur vous dira toujours que pour tourner à une intersection, il faut faire un angle droit. Comme ceci. Il ne faut jamais empiéter sur la voie qui est en sens inverse. Donc, ici, ce que je fais, c'est que je m'arrête avant la ligne de stop pour laisser passer ce véhicule. Par mesure de sécurité, même si ce véhicule n'a pas le droit de tourner comme ça. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 6. J'arrive dans une intersection sur laquelle la circulation est à l'arrêt. A. Je ralentis. B. J'accélère. Alors, je suis sur une voie où il y a en fait deux voies. Une pour aller tout droit, l'autre pour aller à droite. Mon véhicule, moi, il est situé donc sur la voie de gauche. Donc moi, je vais tout droit. Seulement, on s'aperçoit qu'à l'intersection, on a un véhicule noir qui est à l'arrêt. Et en plus, on a une moto qui va tourner à droite. Et en plus, on sait qu'elle va tourner parce que la moto est penchée. Donc, dans ce cas-là, je ralentis. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 7. Je m'arrête au niveau du panneau. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je cède le passage à gauche uniquement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici on arrive à une intersection où on a un panneau stop. Donc dans ce cas-là, il est inutile de s'arrêter au panneau. Il faut s'arrêter au marquage au sol. Ensuite, est-ce que je cède le passage uniquement à gauche? Non, on a un stop. On doit laisser le passage aux personnes venant de gauche et aux personnes venant de droite. Donc ici les bonnes réponses sont les réponses B et D. Question numéro 8. Il est préférable de faire sortir les passagers arrière. Réponse A, du côté rue. Réponse B, du côté trottoir.
Alors là, c'est une évidence, hein. Pour des raisons de sécurité évidentes, il sera toujours préférable de faire sortir les passagers arrière du côté trottoir, afin d'éviter tout simplement une collision avec une voiture lors de l'ouverture de la porte. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 9. Je souhaite tourner à gauche immédiatement. Réponse A, je dois d'abord m'arrêter. Réponse B, je passe sans m'arrêter. Alors ici, on souhaite tourner à gauche. Seulement, si tu vois bien, à gauche, on a un passage piéton, en plus qui est régulé par une signalisation lumineuse. Regarde ici, on a la signalisation lumineuse vert, c'est-à-dire que là, c'est au piéton de passer. En plus de ça, regarde bien, on a des piétons sur le passage piéton. Alors, on les voit pas très bien parce qu'ils sont cachés par le montant. Et ça, c'est des choses que je répète très souvent dans les vidéos, c'est que le montant constitue un angle mort. Et là, vous voyez bien que ces piétons qui sont situés à peu près sur ce montant de la voiture, on les voit pas très bien. Imaginez un montant un tout petit peu plus large, je peux vous dire que les piétons, vous ne les voyez pas. C'est un vrai angle mort, comme vous pouvez le voir ici. Donc, pour répondre à la question « Je souhaite tourner à gauche immédiatement », je dois d'abord m'arrêter. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 10. Je tourne à gauche. Je cède la priorité. Réponse A, au piéton. Réponse B, à gauche. Réponse C, à droite. Alors, tout d'abord, vous voyez bien qu'il y a un piéton qui s'engage sur le passage piéton. Donc, je devrais tout d'abord céder la priorité au piéton. Ensuite, ici, on est dans une intersection en T, qui est gérée ni par une signalisation verticale, ni par une signalisation horizontale. Donc, ici, la règle de priorité qui s'applique, c'est la priorité à droite. Je dois donc céder la priorité au véhicule venant de droite avant de pouvoir tourner à gauche. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 11. La distance de freinage d'un tramway est plus grande que celle d'une voiture. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, important à savoir, bien sûr, la distance de freinage dépend en fait de la masse du véhicule. À vitesse égale, bien sûr. À vitesse égale, la distance de freinage d'un véhicule plus lourd sera plus grande. Donc, la bonne réponse ici, bien sûr, c'est la réponse A. Au-delà de ça, cette question met en avant plusieurs concepts. Le concept de la distance de freinage, de la distance d'arrêt, de la distance de réaction, de la distance de sécurité. Ce sont 4 concepts différents, qui sont reliés certes, mais différents, et que vous devez savoir calculer. Très important. Il y a plein de questions dans l'examen officiel, on vous demande de calculer la distance de sécurité à 90 km, la distance de freinage à certains km/h, la distance d'arrêt, la distance parcourue durant le temps de réaction. Tout ça, c'est des concepts que vous devez connaître. D'accord ? Donc je vous renvoie au cours
si vous voulez comprendre ces concepts. Question numéro 12. Je roule à la vitesse maximale autorisée. A. Je me rabats. B. J'accélère. C. Je maintiens mon allure et je reste sur ma voie. Alors, ici on a un cas un peu compliqué. C'est un peu compliqué, c'est ce que je peux appeler aussi une situation stressante quand on conduit. Pourquoi ? Plusieurs choses. Déjà, si on regarde à droite, le camion rouge, lui, a ses clignotants. C'est-à-dire qu'il s'apprête à aller sur la voie du milieu. Derrière nous, on a un camion blanc qui, lui, a mis son clignotant à gauche. En langage commun, il nous met la pression. C'est-à-dire qu'il est très très proche. On voit bien qu'il est très très proche de notre véhicule. Et en plus de ça, il met son clignotant à gauche. Comme pour nous dire de se rabattre pour qu'il puisse accélérer sur cette voie. Et en plus, on voit sur le côté droit du rétroviseur une autre voiture qui est pas très loin de nous sur la voie du milieu. Bref, tous ces faits matériels sont un peu compliqués à gérer. Alors, il y a une chose à savoir, c'est que la question nous dit qu'on roule à la vitesse maximale autorisée. Donc on ne peut pas aller plus vite. Donc aller plus vite serait une infraction. Donc déjà la réponse B, on peut l'enlever. Ensuite, est-ce qu'on peut se rabattre ? Bah, non. Pour la simple et bonne raison qu'on a un camion juste en face de nous, donc un poids lourd, qui lui va aller sur la voie du milieu. Et derrière nous, aussi, sur la voie de droite, on a un véhicule, le véhicule gris. Donc là, se rabattre sur la voie du milieu, ça va être compliqué. Donc ici, la seule réponse valable et pertinente, c'est la réponse C. Je maintiens mon allure et je reste sur ma voie. Question numéro 13. Dans cette situation, je ralentis. Oui, réponse A. Non. Réponse B. Alors ici, vous voyez bien qu'on roule sur une rue étroite et en plus avec un trottoir étroit. Sur le trottoir se trouve une personne qui tient un enfant sur les bras, donc qui est déséquilibré et qui a donc une zone d'incertitude très grande. Donc ici, je ralentis. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 14. Cet appareil est réponse A, un éthylotest, réponse B, un éthylomètre. Un éthylotest permet de mesurer l'alcoolémie. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, ce que tu vois sur la photo, c'est ce qu'on appelle un éthylomètre. À ne pas confondre avec des éthylotests, qu'ils soient chimiques ou électroniques. Alors, c'est quoi la différence entre un éthylotest et un éthylomètre ? L'éthylomètre, d'accord, déjà, il n'y a que les forces de l'ordre qui le détiennent. Tu pourras jamais acheter un éthylomètre, toi, tout seul, dans ton coin. C'est pas possible. Également, cet éthylomètre permet de mesurer
l'alcoolémie. Alors qu'un éthylotest, qu'il soit chimique ou même électronique, ne permet pas de mesurer de manière exacte. Il permet de dépister l'alcoolémie. D'ailleurs, c'est pour ça que quand la police fait des contrôles d'alcoolémie, ils commencent déjà par un éthylotest, qu'il soit chimique ou électronique, et ensuite, si le test est positif, qu'est-ce qu'ils font ? Eh ben, ils te font passer à l'éthylomètre. Pourquoi ? Parce que l'éthylomètre, c'est un appareil légal, qui s'est utilisé pour des procédures légales auxquelles il y a une procédure judiciaire. Et cet appareil, il est contrôlé lui-même. Cet appareil est lui-même contrôlé de manière régulière. Il a un carnet métrologique. D'ailleurs, tu peux voir sur cet appareil qui a marqué « Vérifié le 13 septembre 2016 ». Voilà. Et validité le 12 septembre 2017. Il a une validité d'1 an. Donc ici, pour répondre à la question, cet appareil est un éthylomètre. Et un éthylotest permet de mesurer l'alcoolémie ? Non, il ne permet pas de mesurer l'alcoolémie. L'éthylotest permet de dépister l'alcoolémie. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et D. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 15. Je rentre dans un tunnel. Je reste en feu diurne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, vous voyez, il y a le petit panneau d'obligation « Allumez vos feux » juste à droite. Cela signifie que vous êtes dans l'obligation d'allumer vos feux de croisement. Donc ici, les feux diurnes ne sont pas suffisants. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un feu diurne, je vous conseille fortement d'aller dans la formation en lien dans la description. On a mis en place une plateforme pédagogique en ligne. En plus, très très accessible. Vous pouvez vous former à partir de 9,90 €. Donc c'est vraiment accessible à tous. Il y en a pour tous les budgets. Donc, mais si vous ne savez pas ce que c'est que des feux diurnes, là par contre, il faut aller dans le cours. Donc ici, les feux diurnes ne seront pas suffisants. On a une obligation d'allumer nos feux de croisement. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 16. Téléphoner au volant avec un système intégré et sans risque. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, tout d'abord, vous devez savoir que téléphoner avec un système intégré est autorisé. Ce n'est pas interdit. Cependant, ça va augmenter donc les risques d'accident. Par exemple, on sait que utiliser son téléphone au volant va multiplier par 3 la probabilité de survenue d'un accident. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 17. Placé à cet endroit, je peux m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Je peux stationner. Oui, réponse C. Non. Réponse D. Alors déjà, la signalisation indique qu'il est interdit de stationner et de s'arrêter sur une distance de 750 mètres. Par contre, cette interdiction commence à partir de l'implantation du panneau et se finira dans 750 mètres. Donc, normalement, je pourrais m'arrêter et stationner avant le panneau. Oui, mais là, il y a une règle générale, en fait, qui vous interdit de stationner ou de vous arrêter devant un panneau quelconque. Devant toute signalisation, vous n'avez pas le droit ni de vous arrêter, ni de vous stationner. Donc, dans ce cas-ci, les bonnes réponses sont les réponses B et D. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 18. Ce bouchon est celui du réservoir du liquide de frein. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, effectivement, un bouchon noir avec des écritures jaunes, c'est généralement le bouchon du liquide de frein. Ici, pour en être sûr, on voit que, regardez qu'est-ce qu'il y a. Il y a le pictogramme du liquide de frein. Donc, ici, ce bouchon est bien celui du réservoir de liquide de frein. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 19. Je roule à 80 km/h. Ma distance de sécurité est bonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, avant de répondre à la question, il faut savoir que les nouveaux examens, donc issus de la nouvelle réforme, prennent toujours en compte au moins une question sur les distances. Distance de sécurité, distance d'arrêt, distance de freinage, distance durant le temps de réaction. Donc il faut que vous sachiez absolument calculer ces distances. Donc pour ça, vous pouvez aller dans la formation. Mais en tout cas, vous allez toujours avoir, sur la série de 40 questions, un calcul de distance. Alors, pour revenir à notre question, on va se baser sur les lignes de rive. Donc, vous savez que les lignes de rive, les tréplins font 3 mètres, les intervalles 3 mètres 50. Donc, la distance de sécurité, elle est au moins égale à la distance parcourue en 2 secondes. Bon, petit rappel quand même pour ceux qui ne le savent pas. Donc la vitesse est de 80 km/h. Le chiffre des dizaines, c'est 8. Donc, tout d'abord, on multiplie le chiffre des dizaines par 3. Donc 3 fois 8, qui donne 24. Puis ensuite, le résultat, donc 24, on le multiplie par 2. Ce qui donne 48. Et ce qui nous donne donc une distance de sécurité de 48 mètres. Ici, au vu des intervalles de rive, enfin des lignes de rive plutôt, on voit qu'on est vraiment en dessous des 48 mètres. Là, on doit être... il y a 2 lignes blanches, une ligne, une intervalle. Donc on doit être à 3 mètres, 3 mètres, 3,5. On n'est même pas à 10 mètres là. Voilà. On n'est même pas à 10 mètres de la voiture qui nous devance. Donc on est vraiment très très loin de la distance de sécurité qui est de 48 mètres. Donc la bonne réponse est la réponse
B. Question numéro 20. Je roule à 80 km/h. Ma distance d'arrêt est de réponse A, 48 mètres. Réponse B, 64 mètres. Réponse C, 96 mètres. Réponse D, 24 mètres. Alors ici, vous avez vraiment en général du mal avec ces questions-là. Donc on va voir ça avec précision pour plus que vous refassiez les mêmes erreurs. Il faut que tu saches une chose. Il y a deux distances d'arrêt à connaître, c'est-à-dire à savoir calculer. Il y a la distance d'arrêt sur sol sec et la distance d'arrêt sur sol mouillé. Et nous, quand tu regardes bien notre cas ici sur la photo, on est sur sol mouillé. Alors, je vais vous montrer comment faire pour calculer ces distances. Au début, ça commence de la même manière. Donc à gauche, je vais mettre la distance d'arrêt sur sol sec. À droite, la distance d'arrêt sur sol mouillé. Alors, déjà, la distance d'arrêt sur sol sec. Comment on fait ? On prend notre vitesse, ici 80 km/h. On prend le chiffre des dizaines, ici de 8, et on le multiplie par lui-même. Ce qui nous donne 64 mètres. Alors ça, c'est la distance d'arrêt sur sol sec. Sur sol mouillé, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut rajouter la moitié de la distance d'arrêt sur sol sec. C'est-à-dire, ici on a 64 mètres qui est la distance d'arrêt sur sol sec. La moitié de 64, c'est 32. Donc, on rajoute 32 à 64. Donc 64 plus 32, ça fait 96 mètres. La distance d'arrêt ici est de 96 mètres parce qu'on est sur sol mouillé. La bonne réponse est la réponse C. Question numéro 21. La portée des feux de croisement est de réponse A, 30 mètres. Réponse B, 50 mètres. Réponse C, 100 mètres. Réponse D, 150 mètres. Alors, la portée des feux de croisement est de 30 mètres. Alors que, par exemple, la portée des feux de route est de 100 mètres. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 22. Je suis en train de secourir cette victime qui est inconsciente. Je dois, réponse A, vérifier une hémorragie externe. Réponse B, appeler les secours. Réponse C, la mettre en position latérale de sécurité. Réponse D, la déplacer en sécurité sur le trottoir. Alors, dans le cas où on est face à une victime d'un accident de la route qui est inconsciente, quelle est la procédure à mettre en place ? Tout d'abord, il va falloir vérifier si elle ne souffre pas d'une hémorragie externe, c'est-à-dire qu'il y ait beaucoup de sang qui coule de son corps. Dans ce cas-là, il faudra donc appliquer une pression à l'endroit de l'hémorragie. Ensuite, il faudra mettre cette personne en position latérale de sécurité. Et enfin, il faudra, si possible, la couvrir avec quelque chose de chaud. Parce que toutes les victimes d'accidents souffrent d'hypothermie, c'est-à-dire que leur corps se refroidit. Surtout, ne jamais déplacer
une victime inconsciente. Alors, arrivé à cette étape, je suis sûr que beaucoup de gens vont dire mais attends, t'as pas oublié quelque chose là? Tu t'appelles pas les secours? Bah non, j'appelle pas les secours. Ah bah pourquoi t'appelles pas les secours? Parce que ce serait la première chose à faire quand même. Bah non. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, vous allez passer un examen. Et dans cet examen, il y a un programme. Et dans ce programme, il y a des étapes lorsqu'on est protagoniste ou témoin d'un accident de la route. Ce programme, il dit quoi? Il dit que si vous êtes victime ou témoin d'un accident de la route, il faut respecter ce qu'on appelle le pas. Protéger, alerter, secourir. Et il faut le faire dans l'ordre. D'abord protéger, ensuite alerter, puis secourir. Ici, si tu regardes la question, qu'est-ce qu'on dit? On dit « je suis en train de secourir ». Donc tu es dans la dernière étape de la procédure. C'est-à-dire que alerter, c'était la deuxième étape, ça c'est déjà fait. Donc là on est dans secourir, on n'est pas dans alerter. Voilà. Donc il faut bien connaître son cours parce que sinon, il y a des questions, vous n'allez pas les comprendre. Et même il y a des questions, en fait, vous allez croire que le moniteur a faux, hein, vous allez être persuadé qu'il a faux, alors que tout simplement, disons qu'il vous manque des connaissances. D'où l'importance de se former correctement, sinon on ne comprend même pas ses erreurs. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Alors, attention, tout ce qui est dit sur cette chaîne concernant les secours, les premiers secours à la personne ne sont valables que pour l'examen du code de la route. C'est de la théorie pure. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, dans la réalité, il y a plein de cas particuliers. Donc, si vous voulez savoir comment réellement secourir une personne, il faut passer votre brevet de secourisme. D'accord? Donc, ce qui est dit ici n'est valable que pour passer l'examen du code de la route, car c'est de la théorie. On ne fait que balayer les grandes lignes. Question numéro 23. Je tourne à droite. Je cède le passage au véhicule venant de gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je cède le passage au véhicule venant de droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici, je vous ai mis un petit schéma de la situation. Donc, nous, on a un stop. Donc, on doit marquer l'arrêt. On veut tourner à droite. Donc, logiquement, on va devoir laisser la priorité aux véhicules venant de gauche, de notre gauche. Pour l'instant, tout va bien. Alors, est-ce que je dois aussi laisser céder le passage plutôt aux véhicules qui viennent de droite? Étant donné que je tourne à droite, est-ce que c'est pertinent de laisser de céder le passage aux véhicules qui viennent de droite? Eh bien oui. Eh bien oui. Par exemple, un véhicule qui vient de droite pourrait par exemple doubler un vélo. Hein? Là, on a des traits pointillés, il peut doubler un vélo. D'ailleurs, il peut même doubler un vélo avec un trait continu. Donc s'il double un vélo, il sera sur la voie. Et il faudra lui laisser le passage. Donc, est-ce que je dois céder le passage aux véhicules qui viennent de gauche? Oui, réponse A. Et est-ce que je dois céder le passage aux véhicules qui viennent de droite? Oui, réponse C. Question numéro 24. Je peux conduire seul à partir de... Réponse A, 17 ans. Réponse B, 18 ans. Réponse C, 16 ans.
Alors, depuis janvier 2024, la réglementation a changé. Aujourd'hui, donc, on peut commencer à conduire à 17 ans. C'est-à-dire qu'une fois, vous pouvez passer votre permis de conduire à 17 ans, et donc, si vous l'avez, conduire seul à 17 ans. Ce qui n'était pas le cas avant janvier 2024. Donc, la bonne réponse ici est la réponse A. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne, et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 25. Ce panneau indique réponse A, un danger, réponse B, une priorité à droite, réponse C, une intersection, réponse D, une priorité ponctuelle. Alors, tout d'abord, ce panneau, c'est un panneau triangulaire sur fond blanc avec un liseré rouge. C'est donc un panneau de danger. Alors, ce panneau de danger, il indique quoi? Il indique que vous avez la priorité à la prochaine intersection. Il indique donc qu'il va y avoir une intersection. Donc, ici, les bonnes réponses sont les réponses A, C et D. Question numéro 26. J'ai passé ma période probatoire et je roule sur route. Réponse A, je ralentis. Réponse B, j'accélère. Réponse C, je maintiens mon allure. Réponse D, je freine. Alors ici, avant toute chose, avant de savoir si on doit ralentir, freiner, accélérer ou maintenir son allure, ce qu'il faut savoir, c'est connaître la vitesse maximale autorisée. Pour connaître cette vitesse maximale autorisée, il faut d'abord que je sache où je roule. Alors ici, on roule sur route, comme le dit l'énoncé, mais on roule sur une route à chaussée séparée. Donc, comme vous le savez, je vous remets le document de cours concernant les vitesses maximales autorisées. Hors probatoire sur route à chaussée séparée, la vitesse maximale autorisée est de 110 km/h. Donc on sait que la vitesse maximale autorisée dans ce contexte est de 110 km/h. Actuellement, on roule à 105 km/h comme le montre le compteur. Alors, il y a une autre chose à voir, c'est que lorsqu'on regarde le rétro, on s'aperçoit qu'une voiture nous dépasse. Dans ce cas-là, la vitesse maximale autorisée est de 110 km/h. Donc, il n'y a aucune raison d'accélérer, surtout qu'une voiture nous dépasse. Pourquoi ralentir, vu qu'on est à la bonne vitesse? Freiner ici n'apportera rien à l'affaire. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse C. Je maintiens mon allure, je laisse le véhicule derrière moi me dépasser. Question numéro 27. Le véhicule devant moi roule lentement. Je le dépasse immédiatement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, regardez sur le rétroviseur de gauche, on a une voiture noire qui est en train de nous dépasser, en tout cas qui va nous dépasser. Donc, ici, ce que je fais, c'est que j'attends que ce véhicule me dépasse pour ensuite dépasser le véhicule rouge qui est devant moi. Donc,
Ici, je ne le dépasse pas immédiatement. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 28. Pendant le temps de réaction, réponse A, je perçois, analyse, décide, agis. Réponse B, j'agis, analyse, décide, perçois. Réponse C, je décide, perçois, analyse, agis. Alors déjà, c'est quoi le temps de réaction? Le temps de réaction, c'est le temps qu'il va me falloir entre le moment où je perçois avec mes yeux un danger, par exemple ici le piéton qui marche sur la route, et le moment où je vais agir, par exemple ici freiner. Ce temps de réaction est de 1 seconde pour une personne normale, c'est-à-dire dans des conditions normales. Qu'est-ce qui va se passer exactement durant ce temps de réaction? Comme on l'a dit, tout d'abord, on va percevoir le danger. Ensuite, on va analyser le danger. Ensuite, on va prendre une décision. Et enfin, on va agir. Par exemple ici, freiner. C'est ce qu'on appelle le PADA. P-A-D-A. C'est un moyen mnémotechnique pour s'en souvenir. De plus, bon à savoir, durant ce temps de réaction, on va parcourir une certaine distance, qu'on appelle la distance parcourue pendant le temps de réaction. Donc, ici, pour répondre à la question, pendant le temps de réaction, je perçois, analyse, décide, agis. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 29. Dans ce tunnel, je peux rencontrer des piétons. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ici, tu vois, on a un camion de travaux. Donc, il y a de grandes chances pour qu'il y ait des ouvriers ou des professionnels du bâtiment qui sortent de la camionnette pour charger ou décharger. Donc, ici, dans ce tunnel, je pourrais rencontrer des piétons. Donc, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 30. Ce passager adulte est bien installé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le conducteur risque une amende. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, est-ce que ce passager est bien installé? Non, il n'est pas bien installé. Il devrait être assis, le dos sur le dossier, et surtout avec une ceinture de sécurité enclenchée. Est-ce que le conducteur risque une amende? Eh bien non. Il ne risque pas d'amende parce que le passager est adulte. Donc c'est le passager qui risque une amende. Si le passager avait été un mineur, donc une personne de moins de 18 ans, alors, dans ce cas-là, effectivement, c'est le conducteur qui aurait pris l'amende. Mais bon, c'est pas le cas ici. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et D. Question numéro 31. Un pneu sous-gonflé peut entraîner A. Une surconsommation, B. Une perte d'adhérence, C. Une amélioration de la maniabilité.
Alors ça, c'est une question de cours hein, qu'on a vu plusieurs fois, à plusieurs reprises. Donc effectivement, un pneu sous-gonflé entraînera trois choses. D'une, une diminution de la maniabilité hein, du véhicule. 2, une perte d'adhérence. 3, une surconsommation en carburant. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et B. Question numéro 32. Ce panneau indique A. Une interdiction de stationner du 1er au 15 du mois du côté impair. B. Une autorisation de stationner du 16 au 31 du côté pair. C. Une interdiction de stationner du 1er au 15 du côté pair. Alors, ça c'est le genre de panneau que vous ne maîtrisez quasiment jamais. On va faire un petit schéma parce que ça mérite un schéma. Alors, que signifie ce panneau? Ce panneau signifie que tu es autorisé à stationner du côté impair du 1er au 15 du mois. Il signifie également que tu es autorisé à stationner du côté pair du 16 au 31 du mois. Donc les bonnes réponses ici seront les réponses B et C. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de gens, en fait, je sais, hein, je sais que vous vous êtes trompés. Enfin, beaucoup d'entre vous se sont trompés. Je sais que vous passez beaucoup de temps à réviser votre code. Je le sais. Hein, sûrement que même vous avez une application gratuite. Mais vous savez, les applications gratuites, si c'est gratuit, ne pensez pas que vous allez avoir de la qualité. D'accord? Ne pensez pas ça. Hein, c'est pas pour rien qu'il y a 40% de taux d'échec. Quasiment la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont rater leur code. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, pas parce qu'ils sont nuls, parce que vous avez été mal formés. C'est pour ça que nous, on vous propose donc une plateforme de formation 100% dédiée au code de la route, réalisée par des professionnels, avec une méthodologie adéquate qui vous permettra d'avoir votre code de la route rapidement. En plus de ça, vraiment ça coûte pas cher. Vous pouvez commencer à vous former pour 9,90 €. Ça c'est la formule la plus basse. Sinon, vous pouvez même choisir la formule Mon code en 10 jours. Et avec cette formule, vous êtes 100% remboursé si vous ratez votre code. Simplement en envoyant la preuve de votre échec. Donc voilà, moi un petit conseil que je vous donne, surtout si vous êtes trompé à cette question, allez dans la plateforme, formez-vous correctement. Vous allez voir, ça va bien se passer. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 33. La vitesse maximale d'un poids lourd est de réponse A, 90 km/h, réponse B, 110 km/h. Alors ça, c'est vraiment une question de cours basique. Donc effectivement, la vitesse maximale d'un poids lourd est de 90 km/h. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 34. Je roule à 50 km/h. Mon allure est adaptée. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors ici, il y a un virage devant nous, très serré, très sinueux, sans aucune visibilité. On a à peine quelques mètres de visibilité. Donc ici, à 50 km/h, ça va être compliqué de prendre ce virage en sécurité. Et j'ai même envie de dire qu'ici, c'est un virage qu'on prend en deuxième, donc à moins de 30 km/h. Donc ici, la bonne réponse va être la réponse B. Question numéro 35. Le covoiturage permet, réponse A, de gagner du temps, réponse B, de faire des économies, réponse C, de diminuer le nombre de voitures en circulation. Alors bien sûr, hein, le covoiturage va vous permettre tout simplement de faire des économies, hein, notamment de carburant. Lorsque vous faites un trajet à 4 ou un trajet tout seul, la consommation de carburant est divisée par 4. Il permet aussi de diminuer le nombre de voitures en circulation. Par contre, il ne vous permettra pas du tout de gagner du temps. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 36. Je circule sur une route à sens unique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ça, c'est vraiment une question récurrente et qu'on a souvent vu donc, dans les vidéos YouTube et dans la formation. Pour savoir si on roule sur une route à sens unique, on regarde la ligne de rive à gauche. Donc ici, c'est une ligne blanche continue qui indique qu'on circule sur une route à sens unique. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 37. Lors d'un fort épisode neigeux, il est obligatoire de mettre en tout temps, réponse A, des chaînes, réponse B, des pneus neige. Je roule, réponse C, avec précaution, réponse D, à une vitesse adaptée. Alors ça, c'est une question qu'on a vue à plusieurs reprises dans l'information et aussi dans les vidéos YouTube. Est-ce qu'il est obligatoire de mettre en tout temps des chaînes ou des pneus neige ou un dispositif antidérapant? Eh bien non. Hein, cette obligation ne concerne que 34 départements qui sont soumis à l'obligation du 1er novembre au 31 mars. Hein, en général, vous trouverez ce panneau à l'entrée des zones concernées. Est-ce que je roule, réponse C, avec précaution ou à une vitesse adaptée? Eh bien les deux. Je roule avec précaution parce qu'effectivement il neige et il y a des risques de verglas et de glissement. Et je roule également à une vitesse adaptée due aux conditions. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses C et D. Question numéro 38. Dans cette zone, les cyclistes peuvent circuler. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, regardez le panneau, et notamment la partie haute. C'est un panneau d'aire piétonne. Donc, c'est une zone où les piétons sont prioritaires et où les cyclistes peuvent circuler s'ils circulent au pas. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans l'information. Donc, si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, hein, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent deux questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code ? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation ? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code ? C'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc attention, hein, ça veut dire qu'il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation ? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors, il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant un an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux par exemple qui veulent passer leur code rapidement la formule à mon code en 10 jours pour passer son code en 10 jours qui est à 39,90 € par an en illimité, et en plus si vous ratez votre code, vous êtes 100% remboursé seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 39. L'acuité visuelle doit être au minimum de 5 dixièmes, réponse A, 7 dixièmes, réponse B, 4 dixièmes, réponse C. Alors ça c'est une question récurrente dans les examens de la nouvelle réforme. C'est vraiment, faut que vous le sachiez par cœur. Donc l'acuité visuelle aux deux yeux
doit être au minimum de 5 dixièmes. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 40. Je règle le rétroviseur avant de régler mon siège. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, concernant la procédure d'installation, tout d'abord, il faudra régler son siège. Ensuite, il faudra régler son volant. Ensuite, régler ses rétroviseurs. Et ensuite, boucler sa ceinture. Donc, la bonne réponse ici est la réponse B. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.